Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans le second épisode de cette mini-série sur le DevOps et la QA, toujours avec l'excellent Julien Danjou, qui nous a parlé de sa vision du DevOps dans l'épisode précédent. Et dans ce second épisode, on va parler un peu plus de QA dans une pipeline CI/CD et de voir un peu comment on peut l'intégrer efficacement, comment on peut être efficace pour valider tout type de test, qu'il soit unitaire, fonctionnel ou bien end-to-end. Julien, quels seraient tes conseils si un QA ou un dev nous écoute et qui veut le mettre en place? Voilà, c'est quoi ta roadmap magique? C'est difficile. Tu es Je pense que ambitieux? ouais, c'est ambitieux. Non, je pense que déjà, la première question à se poser, c'est où est-ce qu'on est dans le projet. Bon, après, moi, je suis un petit peu biaisé parce que je suis dans le monde de la culture startup, donc j'ai toujours ce biais de, au début, tu pars d'un truc que tu sais pas vraiment si c'est pérenne ou pas. Donc, si je dirais que le projet est pérenne et qu'on en est au début, il faut absolument tester au fur et à mesure si vous savez grosso modo où vous allez. Il faut tester entre guillemets le plus possible dès le début et pas se dire on fera ça plus tard. Ça c'est une énorme erreur. Tu testes jamais plus tard. Quand c'est trop plus tard, c'est trop tard en fait. T'es déjà sous l'eau, tu as déjà tellement de problèmes que tu dois résoudre et t'as pas de test, t'as rien, t'as pas d'infrastructure, que ce soit unitaire, fonctionnel, ce que tu veux. Que ça c'est La, vraiment une sta- bêtise. la- la stratégie de prendre 3 stagiaires pour automatiser les tests Non, unitaires, c'est une mauvaise idée, hein, on est d'accord. non, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, si c'est pas le cas dans les équipes comme ça, c'est que les tests, c'est pas une perte de temps. Les tests, c'est un investissement dont le retour sur investissement est très rapide. Il est très, très, très rapide. Pouvoir faire des changements en production le vendredi soir, comme on disait la dernière fois, en étant sûr que ça fonctionne, ça n'a pas de prix. Honnêtement, c'est en termes de que ce soit que vous soyez dans une agence qui fait des applications, des sites, ce que vous voulez, mais pouvoir shipper à n'importe quel moment de la semaine, de la journée, en se disant il n'y a pas de problème, je sais que ça marche parce que je peux le prouver. Grosso modo, c'est un peu le principe des tests. C'est bien. Donc si c'est un début de projet, il faut pas hésiter. Si c'est un projet sur lequel il n'y a pas de test, bah, il faut tout lâcher pour faire des tests. Alors mon conseil en général pour ceux qui sont vraiment la ramasse ou qui prennent du legacy, ça, il y en a quand même beaucoup pour qui ça arrive, c'est d'y aller petit à petit, quoi. C'est au moins de mettre en place l'infrastructure. Le plus facile en général, c'est d'avoir une personne assez courageuse pour mettre en place des tests assez basiques qui servent pas à grand chose, mais en gros, c'est d'avoir ne serait-ce qu'une architecture, c'est-à-dire enfin, une hiérarchie de fichiers qui s'appelle test machin point votre langage, et avec dedans un test un peu bidon, mais au moins le prochain développeur qui passe corriger un bug, vous pouvez lui dire non, on va pas merger ton code parce que t'as pas écrit le test dans ce fichier-là qui est déjà prêt. Il y a juste à mettre 10 lignes pour faire ton test. Donc, écris-le, s'il te plaît, comme ça, on est sûr que on recassera pas ton code la prochaine fois. Juste ça. S'il y a pas d'infrastructure, c'est qu'il y a aucun job de CI qui tourne pour lancer les tests, même s'ils servent pas à grand chose et que le code coverage est à 10%, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait au moins ça. S'il y a au moins cette structure-là, c'est assez facile de repousser les développeurs en leur disant, vas-y, s'il y a aucune infrastructure et qu'un développeur fait un bug fixe, c'est impossible de lui dire, hey, t'as pas écrit de code, enfin de test pour ce code, et il va te dire oui, ben il y a même pas d'infrastructure de CI et que je vais quand même pas mettre tout ça en place alors qu'on m'a demandé de corriger un bug. Donc faut pas donner cette excuse-là aux développeurs, qui est pas forcément une excuse qu'ils ont envie d'utiliser, mais c'est la réalité d'un point de vue pragmatique. Ils peuvent pas, si on leur demande de corriger un bug, se mettre en dire d'abord je vais installer tout un CI. Donc faut vraiment anticiper ça. C'est mes deux conseils. Après, si vous êtes dans une démarche plus startup, c'est-à-dire je sais pas trop où je vais, je sais pas si mon truc est très pérenne, il vaut mieux pas trop tester parce que c'est pour le coup potentiellement une perte de temps. Que si vous devez tout refactorer après, tout rechanger parce que changement de business plan, de ce que vous voulez, Ouais. bah rechanger tous les tests, c'est très coûteux. Ça fait perdre 2 fois plus de temps, donc il faut mieux y aller petit à petit. S'il y a des morceaux dont vous savez que c'est critique ou que ça va être utilisé dans tous les cas, ok, faut faire la part des choses. Pour moi, c'est le seul cas où c'est excusable. Maintenant, faut pas utiliser cette excuse-là si vous travaillez à la BNP et vous faites une application bancaire qui est pas du tout une startup, ne trouvez pas cette excuse, ça ne marche pas. Mais si vous êtes dans un contexte vraiment early stage ou sur un truc d'intrapreneuriat où il y a plein de cas comme ça où ça peut justifier parce qu'on est en phase de vraiment de R&D, ok, c'est acceptable.
Pour tout le reste, il y a juste des bonnes stratégies à adopter, mais il n'y a pas d'excuse valable pour ne pas se lancer dans le côté test et QA. C'est compliqué de faire 1000 tests alors qu'on n'a pas encore trouvé le MVP. Je trouve que oui, je suis C'est ça. d'accord avec toi là-dessus. Après, Il faut que ça soit un produit, pas un projet. Moi, j'aime bien dire ça là-dedans. c'est vrai. Si on sait que c'est un produit, et là, faut vite. Mais il faut pas rater le coche après aussi. Il C'est-à-dire faut que pas rater le coche. quand MVP devient plus qu'un MVP et que du coup commence à avoir des gens qui sont utilisateurs et que on veut continuer à peut-être tester, etc. Il faut vite sécuriser les parties qui fonctionnent, les parties qu'on sait que ça a de la valeur, etc. Parce que Je suis sinon, d'accord avec ça toi. peut être un problème. On peut le faire sur un petit cadre, peut-être en plus en entrée-sortie, sur des choses basiques, et peut-être pas aller de façon assez efficace en Ouais. sortant l'architecture hexagonale, le TDD, tout ça, c'est peut-être trop tôt là-dessus, parce qu'on n'a pas un problème de scalabilité ni de gestion. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il y a plein de startups qui se posent ces questions-là, surtout maintenant que pour faire des levées de fonds, il faut quand même démontrer qu'on va garder des clients et que la qualité va être au Ouais. rendez-vous. Et c'est vrai qu'ils se disent à quel moment on investit vraiment dans le bon effort, que ce soit au point de vue CI/CD, au point de vue test. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de réponse unique. Ça va dépendre vraiment du cas de figure, du Ouais. contexte et des moyens en fait qu'on a, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir le faire dessus. Moi, j'ai bien aimé ton façon de dire, n'attendez pas et de se dire, avoir tout de suite l'infrastructure et de tester, c'est important. C'est que moi souvent je dis, lorsque vous faites des scripts, notamment sur Cypress, Robo Framework ou Selenium, Mhm. n'attendez pas d'avoir 20, 40 ou 50 tests auto pour les mettre dans votre pipeline. Vous avez créé un script juste de login, vous le mettez dans le pipeline. L'intérêt, c'est d'avoir le feedback rapide et de se dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Et est-ce que le test, il n'est pas flaky? Est-ce que j'ai pas un problème d'environnement, de jeu de données qui m'empêche de le gérer? Et je pense que c'est important d'avoir un feedback rapide. Il ne faut pas attendre non plus d'avoir quelque chose de Ouais. hyper dimensionné pour avoir un feedback et de pouvoir le gérer. Alors là, tu touches à un point qui m'est presque inconnu parce que ça fait 10 ans que je travaille plus comme ça, mais c'est-à-dire que pour moi, si tu fais des tests que tu ne lances pas, mais je sais que c'était le cas il y a encore 10, 15 ans dans les boîtes où j'ai dû bosser, si tu fais des tests que tu lances sur ta machine de développeur, mais pas dans un CI, c'est-à-dire dans toutes tes pools ou merge requests, etc., ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que le problème du CI, c'est est-ce que la bonne pratique en CI, si c'est pas clair pour tout le monde, c'est tu fais une pull request ou une merge request, tu fais de la code review normalement, même si c'est pas lié directement au CI, ça fait partie un peu de la qualité. Tu fais des code review de une, deux personnes, tu fais du fonctionnel, du technique, ce que tu veux comme type de code review. Ton CI valide que ça fonctionne, donc c'est là où tu as des tests automatisés, que ce soit fonctionnel, unitaire, du Cypress, ce que tu veux. Et si c'est le cas, tu merges ta pull request, et éventuellement, si t'as pas du coup par exemple de merge queue et que tu es pas sûr que ta pull request soit à jour, tu retestes une fois que tu as mergé pour être sûr qu'avant de déployer, ça fonctionne. Mais le truc, c'est que tu peux pas merger un truc qui marche pas. Alors ça, c'est un autre point qui du coup est plus entre la culture et la politique, c'est-à-dire est-ce que tu autorises ou pas des pull requests à être mergés même si le CI est rouge et ne fonctionne pas? Pour moi, c'est un non absolu. Mais il y a des équipes, j'en ai encore parlé à des équipes récemment, ou qui, pour des raisons business, X, Y, Z, se disent, bon, bah, on est dans un rush, on n'a pas le temps de faire passer tous les tests, on a des tests qui sont flaky, du coup, c'est rouge, on n'a pas le temps de regarder, du coup, ça revient à désactiver tous les tests, hein, grosso modo, et on Je merge tout. tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est recette pour le désastre, ça. Le nombre de fois où les gens nous disent on a 30% de chaos en automatisation, c'est normal. Non. Je- et qu'on va en prod, j'ai du mal. Et en fait, mais voilà, le problème, c'est que souvent en plus, c'est un problème de stratégie et de connaissance aussi sur le test. Surtout qu'on a des tests un peu plus UI et end-to-end, on a tendance à vouloir être trop généreux. On a des problèmes de jeu de données, d'environnement, d'interopérabilité avec des autres systèmes. Et on se rend pas compte qu'ils sont hyper fragiles. Et personne ne fait attention à la qualité de ce qu'il livre dans sa pipeline en termes de test. Et ça reste quand même un projet de développement, ces tests-là. Et on se retrouve avec une usine à gaz qui n'a plus de sens de donner un go alors qu'on a 30% de Ouais. tests rouges. J'avais même vu pire, hein, c'est que des gens, c'est tellement instable, ils lançaient les tests 10 fois. S'ils passaient au moins une fois, ils considéraient que c'était bon, tellement qu'il y avait une instabilité sur les environnements. Ouais.
Je pense que enfin, ce que tu décris, le problème de fond, c'est quand t'as pas la compréhension qu'il y a autant de valeur dans ton soft que dans tes tests, en fait. C'est C'est-à-dire ça. que la valeur est dans les deux. C'est-à-dire, c'est pas genre, j'écris des tests, c'est juste une perte de temps. En fait, c'est parce que la valeur est là aujourd'hui. Euh, Chez Emergify, on a une plateforme avec des tests, on a de l'ordre, je sais rien, 90% de coverage. On sait que notre truc fonctionne parce qu'on a tous les scénarios sont testés. Tout est testé avant d'être déployé, etc. Donc on peut déployer, même sur une équipe de 7 développeurs, on peut déployer 20 fois par jour sans problème, ce qu'on fait d'ailleurs assez régulièrement. Et en fait, on sait que ça fonctionne. Et ça a de la valeur. C'est-à-dire que notre logiciel, il fonctionne, il fournit de la valeur à nos clients. Mais si on devait le sortir de ce contexte, on dit, tiens, ben, on va vendre ce logiciel, par exemple, bah, il a de la valeur, non pas parce que je le vends en disant, bah, peut-être qu'il marche. C'est que je peux le prouver. J'ai des dizaines et des dizaines de tests qui prouvent que tous mes scénarios qui ont de la valeur pour mes clients fonctionnent. Et si vous avez ça, en fait, ça décuple la valeur de votre logiciel. Prendre un soft qui a aucun test, on n'est pas sûr que ça fonctionne, on n'a aucune preuve, c'est compliqué. Il faut tester comment, en fait. Si j'ai une suite de tests, je peux lire des tests qui sont générés, etc. Donc, si une fois que tu as compris ça, c'est évident que bah, il faut investir là-dedans autant que tu investis dans ton soft et que avoir une fonctionnalité qui n'est pas utilisable, enfin qui n'est pas utilisable par l'utilisateur, c'est pas intéressant, mais qui n'est pas testé non plus parce que du coup, elle est potentiellement pas utilisable. Donc ça, c'est un truc qui est super important à comprendre et c'est encore une fois un problème de culture souvent dans l'équipe ou l'entreprise selon la taille. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans cette démarche, c'est qu'aussi, c'est vraiment intéressant quand il y a une nouvelle personne dans l'équipe, parce qu'il y a une espèce de trame, de guide qui va non mais déjà qui va le rassurer, se dire, bah, si je fais quelque chose et que ça ne marche pas, ou Mm. que je vois pas l'effet de bord, déjà ça va casser. Donc, s'il n'a pas trop d'ego, il va comprendre que ça va l'aider à mieux comprendre le code et le fonctionnel plus rapidement dessus. Donc, je trouve que pour moi, aussi un apport de valeur lorsqu'on emborde une nouvelle Ouais. personne et que ça va aller plus rapidement. Mais il faut que ça soit des gens qui ont cette culture pour le comprendre et que c'est pas une sanction, mais que c'est un guide pour pouvoir délivrer mieux, plus rapidement, en ayant une meilleure compréhension métier de ce qui est développé. Ouais, je suis d'accord. Et pour donner un exemple, ça me fait penser à un truc où quand je suis arrivé dans une boîte il y a quelques années, il y avait une codebase existante et j'étais nouveau, j'étais le petit nouveau comme tu décris, et du coup, j'avais vu qu'il y avait des tests, mais pas tant que ça. Et j'ai quand même fait des gros refactors en arrivant parce que il y en avait besoin. Le code était un peu legacy, etc. Et j'ai cassé des trucs. Et en fait, j'ai eu quasiment pas peur, mais un petit peu justement de me faire engueuler en disant waouh, t'as cassé des trucs. Mais j'avais déjà dans ma tête si vous me dites que j'ai cassé des trucs, je dirais qu'il n'y a pas de test. Parce qu'il n'y avait pas de test. Donc moi, j'ai refactor et j'ai rajouté des tests par-ci par-là, mais il y avait tellement de trous que je ne pouvais pas tout rajouter. Donc ce que j'ai refactor, j'ai prouvé que ça marchait, mais au-delà de mon refactor, j'ai cassé des trucs qui n'étaient pas testés. Donc en fait, j'ai rien cassé dans l'absolu. Vous dites que c'est cassé parce que les clients se plaignent, je comprends. Mais moi, j'ai rien cassé de mon point de vue parce qu'il n'y avait pas de test. Donc on a amélioré le truc, mais c'est un truc qui est assez intéressant dans ce que tu dis, et je pense que c'est un bon mindset à avoir en tant que dev, c'est que s'il n'y a pas de test et qu'on vous dit que c'est cassé, ben c'est pas cassé en fait. Non. C'est juste que c'est juste une vue de l'esprit. Oui, oui, t'as aucun moyen de le savoir, globalement. Et encore là, on parle de quelque chose d'une appli limite en standalone, mais quand tu as commencé à avoir une appli qui appelle un autre système d'information, qui appelle un autre système d'information, là, ça devient encore plus complexe à gérer. Mm. Et c'est bien que chacun ait fait ses tests au bon niveau. Bon, bah, c'est super intéressant de voir que la culture QA, une fois de plus, et du test est super importante. Et bah, on arrive au bout de ce second épisode. Et au troisième épisode, on va peut-être un peu plus parler de shift left et aussi de shift right, parce que c'est souvent, on oublie ça, pour voir un peu comment on peut gérer ça dans le DevOps et la QA. Merci Julien pour cet échange. On se retrouve au troisième épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.